En cette fin d'année 2023, c'est l'heure des bilans. Une année de l'immobilier compliquée avec des taux d'intérêt qui se sont envolés, des conditions de crédit plutôt difficiles. L'année 2024 sera-t-elle l'année du rebond ? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo pour parler de ces marchés de l'immobilier qui nous intéressent tant et pour non seulement faire le bilan mais aussi se projeter sur l'année 2024. Deux experts complémentaires que l'on est très heureux d'avoir ici en plateau. Tout d'abord Sandrine Alonier, bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole du courtier Vous Financez. Et Maître Xavier Lièvre, porte-parole des notaires de France. Alors Bonjour, en guise d'introduction, tous les deux, ça y est, on est au mois de décembre, l'année va se terminer. Avant de se projeter sur l'année 2024, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2023, Sandrine ? Alors je dirais 3 chiffres, 2 points de hausse de taux en seulement un an, 100 milliards d'euros de production de crédit de moins et 20% de capacité d'emprunt pour les acheteurs. Donc ça a été une année très compliqué, l'année 2023, avec des robinets du crédit fermés, avec des acheteurs attentistes, des vendeurs qui ne voulaient pas forcément baisser les prix. Donc vraiment une année glaciale. Et donc là, tout ce qu'on attend, c'est un réchauffement maintenant. Bon, avant de parler de réchauffement, année glaciale côté notaire. Je dirais peut-être la fin d'un cycle. On est sorti d'un cycle abusivement haussier, on va dire, avec des taux peut-être trop bas et trop de liquidités. Donc là, on arrive sur un réajustement, je pense. Alors la difficulté, c'est de gérer la transition. Le marché de l'immobilier, c'est avant tout, en tout cas sur la résidence principale, un marché de solvabilité des ménages. Et donc la solvabilité des ménages, c'est la capacité d'emprunt. Et quand on emprunte moins, vous avez sorti vos chiffres qui sont assez spectaculaires, inévitablement, ça bloque le marché. Et de manière générale, historique, le marché commence par se bloquer avant que les prix se réajustent. Donc là, on est dans cette phase un peu transitoire où tout est bloqué, tout est tétanisé. Et puis tout est arrivé en même temps, l'opposabilité des normes HCSF, la hausse des taux, enfin voilà, tout est arrivé en même temps. Donc forcément, il y a un blocage. Là, je pense que tout le monde commence à l'assumer, ça va redémarrer. Oui, la hausse des taux, ça a été vraiment... On est passé de 1 à 4% très rapidement. On n'a jamais vu une hausse aussi rapide. On est passé de 1% en 2021 à plus de 4% cette année. Donc évidemment, des emprunteurs qui ont été très fortement pénalisés, des banques qui, dans le même temps, ont été limitées par les taux d'usure, ces taux maximum au-delà desquels elles n'avaient pas le droit de prêter. Du coup, elles n'ont pas pu augmenter, contrairement aux apparences, autant les taux qu'elles ne le voulaient. Et du coup, on a eu des refus de prêts aussi systématiques parce que les banques n'avaient plus intérêt à prêter dans ce contexte globalement de hausse de taux. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la Banque Centrale Européenne a joué un rôle très important dans ce contexte avec plus d'une dizaine de hausses de taux en seulement 1 an et demi. Donc voilà, tous les acteurs, je pense, ont été pris de court par ces évolutions auxquelles on ne s'attendait pas. Et je pense que le réajustement, en effet, c'est bien le mot. Il a fallu chacun s'ajuster. Et c'est vrai qu'on a compté pour cela sur le gouvernement pour donner un coup de pouce, mais il n'a pas forcément répondu présent. Alors ça, on le verra dans une troisième partie. Tout d'abord, on va voir avec vous, Maître Lièvre, justement les transactions. Voilà, on a en images, commentaires, l'évolution du volume des ventes, notamment depuis le début de l'année. Et on va avoir un atterrissage autour de 800 000, 900 000 ventes cette année. On sort d'année aussi exceptionnelle. On était à 1 200 000 transactions. Il y a eu un pic. Donc on mesure en fait le nombre de transactions sur 12 mois glissants. Ouais. Ce qui fait qu'il y a un effet de glissement. Quand il y a un pic, le pic, on le ressent pendant quelques mois jusqu'au 13e mois en fait. Et donc il y a eu un pic de rattrapage post-Covid qui fait qu'on est monté jusqu'à 1 200 000 transactions annuelles glissantes en août 2021. Et là, depuis, ça ralentit doucement, on voit la courbe. Et on devrait finir, selon les prévisions, là on était à 928 000 transactions à fin septembre. On devrait atterrir entre 850 et 990 000, ce qui est massif. Le tableau, c'est jusqu'en septembre, mais on est un petit peu au-dessus de 900 000 et la courbe devrait continuer. Les prévisions, c'est entre 850 et 890 000. Donc c'est une baisse massive de transactions, et effectivement tous les métiers qui vivent du flux, donc les agents, les courtiers, les notaires, les diagnostiqueurs, enfin voilà, toute cette chaîne immobilière qui vit du flux est quand même très impactée. Alors, baisse du volume de vente, on va voir maintenant les prix de l'immobilier, justement, l'indice des prix. Alors là, on a pris l'exemple des appartements anciens, maître.
Alors, vous avez attaqué la séance en parlant des marchés immobiliers. Et c'est vrai qu'il y a plein de marchés en fait. Bien sûr. Donc il y a le marché vitesses, oui. il y a l'Île-de-France, il y a Paris, il y a l'Île-de-France, il y a la province. Déjà, ces 3 catégories sont un peu excessives. En province, il y a les côtes, il y a les grandes villes, les métropoles, il y a le monde rural. Donc tout ça est assez varié. Et puis il y a un effet aussi de valeur absolue, c'est-à-dire qu'un marché, on va dire autour de 150, 200 000, il fluctue plus. À la fois, on peut imaginer qu'il fluctue plus vite parce que 20 000 sur 200 000, ça fait tout de suite 10%. Mais en même temps, il y a toujours une forte demande, il y a toujours un effet de maintien de demande par rapport à l'offre qui maintient les prix. En revanche, dès qu'on monte sur les prix, on le voit dans Paris. Dans Paris, la baisse est plus forte parce que dans ce marché du cadre, on va dire, au-dessus de 500-800 000 euros jusqu'à 1,5 million, là, c'est des clients qui sont touchés de plein fouet par les problèmes de taux. Ils ont un problème de solvabilité. Et donc là, le marché est encore plus brutalement arrêté et les prix baissent plus fort. Donc les statistiques donnent moins 1,8 au niveau national, il me semble. Oui, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est pas par rapport à la perception, par rapport au ressenti, c'est pas très spectaculaire. Oui. Mais moins 5,4 en Île-de-France et ça devient plus fort à Paris. Donc on voit ces écarts. Disons ce qu'on peut dire, c'est que la hausse est terminée. Même quelques marchés provinciaux. Alors on voit, et c'est là où quand même il y a des évolutions de prix. Alors ça baisse, mais pas partout et pas au même rythme. Mais il y a encore des villes où ça progresse. Alors là, il faut quand même le préciser, sur les actes authentiques de vente. Donc on voit des progressions supérieures à 5%. Ça continue à Marseille, Orléans, Toulon, on voit Nice aussi qui sont en progression, un peu à contre-courant, d'autres qui reculent, maître. On voit des villes de soleil déjà, la Méditerranée est toujours attractive, des villes desservies et des villes proches des métropoles. Orléans est un exemple. Et puis Dijon, Grenoble, Reims, tout ça, ce sont des villes qui sont devenues attractives. Les gens quittent les grands centres urbains. Il y a une sorte de saturation des grands centres urbains. Le Covid est quand même passé par là. Donc il y a des rattrapages sur ces marchés, il y a des déplacements qui ne sont pas massifs, mais ce sont des personnes qui quittent un marché où ils avaient un pouvoir d'achat un peu limite, et donc ils arrivent avec un assez fort pouvoir d'achat sur ces marchés nouveaux pour eux, d'où la capacité de payer un peu plus cher des prix. Et ils ont une capacité d'emprunt qui se maintient, voire un peu plus faible, mais qui permet de payer plus cher quand même des prix et d'être agressif sur ces marchés secondaires. Alors, on va voir maintenant l'évolution, notamment des ventes en Île-de-France et des prix. Alors là, on voit forte chute au niveau des ventes en Île-de-France. Là, c'est ce qu'on disait. Là, on est en pleine transition, c'est-à-dire que les changements de paradigme économique du marché font que, d'abord, le volume baisse, voire chute. Et puis, les vendeurs mettent un temps à réagir, ils ne veulent pas baisser leur prix. Et les acheteurs, psychologiquement, ont tout intérêt à attendre parce que dans un marché baissier, on se dit qu'on est toujours plus riche plus tard. Donc, il y a un effet de sidération. Le marché s'est arrêté, d'attentisme. Ouais. Voilà. Donc, les vendeurs, aujourd'hui, devraient avoir intérêt à baisser leur prix assez vite. Et puis les acheteurs, est-ce qu'ils attendent des prix encore plus bas ou est-ce qu'ils prennent leur chance quand la chance passe ? Il faut aussi gérer en fonction de ses besoins individuels et de sa famille et de ses emplois. Voilà. Et puis on va voir des derniers slides. Alors là, notamment, c'est Paris. Alors on va passer sous la barre des 10 000 euros du mètre carré. Ça, ce sont les projections pour le mois de janvier 2024. On voit cette baisse de prix à Paris. Ça y est, elle est effective. Et on va voir notamment les arrondissements parisiens. J'ai envie de dire enfin, parce que il y a un moment donné, en fait, on a l'impression que tout le monde a intérêt à ce que ça hausse, à ce que ça monte, sauf ceux qui ne sont pas dans le marché. Et là, il y a un retour à la raison sur des prix qui deviennent raisonnables et qui vont permettre aux travailleurs parisiens et aux jeunes travailleurs parisiens de revenir dans Paris, ce qui est plutôt en soi réjouissant. Et on voit là l'évolution des prix dans les arrondissements avec des écarts de prix aussi qui sont importants. Alors ça va si on va dans les quartiers, on est autour de 8 000 euros du côté de la Porte de la Chapelle dans le 18e jusqu'à 19 000 euros côté Champs-Élysées, le mètre carré. Et puis on a de plus en plus d'arrondissements qui sont sous la barre des 10 000 euros du mètre carré. Oui, Sandrine ?
Non, c'est vrai que cette baisse de prix, elle est salutaire, mais attention, parce que dans le même temps, en un an, les taux ont augmenté de 2 points. Et résultat, les revenus qu'il faut aujourd'hui pour acheter à Paris ont décollé. Même si on a des prix qui baissent sous la barre des 10 000 euros. Voilà, on a calculé que pour acheter aujourd'hui 75 mètres carrés à Paris, il faut gagner près de 14 000 euros. Donc c'est considérable. Donc les primo-accédants ne sont pas encore prêts à revenir dans Paris, mais ça viendra. Alors, sur les taux d'intérêt, où en est-on, Sandrine? On voit en illustration quelques slides. Oui, alors sur les taux, la bonne nouvelle, c'est que pour des bons dossiers, on peut encore emprunter à moins de 4% sur 15 ou 20 ans, puisque voilà, maintenant, on commence à s'habituer à ces taux proches de 4%. Plus ça va aller, plus on va oublier cet environnement de taux à 1%, et tant mieux, puisque les taux risquent de rester durablement à ces niveaux-là. Et on a des taux moyens qui sont en train de se stabiliser, donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. 4% sur 15 ans, 4,20 sur 20 ans et 4,5 sur 25 ans. Il était temps que ça se stabilise, effectivement. Il était temps que ça se stabilise. C'est lié à plusieurs choses. Un, c'est les taux d'emprunt d'État qui servent de référence aux banques ont baissé assez fortement. Là, on est à 2,80. On est de retour au niveau de mars 2023 quand les taux étaient à 3,2%. Donc, on voit bien qu'il y a un peu de marge. On a la BCE aussi qui a adopté une politique du statu quo qui ne fait plus évoluer ses taux. Et l'inflation aussi qui est repassée sous les 4%. Donc tout cet environnement-là nous fait dire que voilà, les banques vont pouvoir stabiliser leurs taux tout en dégageant des marges. Et c'est aussi d'ailleurs le retour des banques sur le marché qui crée une concurrence interbancaire. Et résultat, on a une banque nationale qui hier a baissé ses taux de 0,20, une autre de 0,10 au début du mois de décembre. Donc on est dans un environnement où les banques veulent de nouveau prendre des parts de marché. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. En matière d'évolution, justement, de la capacité d'emprunt, quelques exemples, Sandrine? Oui, alors si on prend en effet ce qui s'est passé eh bien, en 2021, la fin 22 jusqu'à maintenant, donc ces 2 points dont je vous parlais, ces 2 points de hausse, du coup ils ont un impact direct pour un couple qui gagne 4 200 euros de revenus. Il ne peut aujourd'hui plus emprunter que 223 000 euros. C'était 267 000 euros il y a seulement un an et c'était 300 000 euros quand les taux étaient à 1%. Donc on a quand même 70 000 euros de moins qu'il faut soit compenser par de l'apport, et on reviendra après sur les conseils, soit évidemment revoir son projet à la baisse. Et on voit bien aussi que, à l'inverse, si on veut garder le même budget et acheter le même bien, les prix n'ayant pas baissé autant que la capacité d'emprunt n'a baissé, et bien du coup le salaire nécessaire pour emprunter 300 000 euros, il est passé de 4 600 euros à 5 600. En seulement un an, il faut gagner 1 000 euros de plus si on veut maintenir son projet. Mais on peut dire un mot quand même, Sandrine, oui, sur l'apport personnel quand même, de combien alors maintenant? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Alors ce que les banques demandent dans un marché baissier, elles veulent forcément financer moins que la valeur du bien pour anticiper une éventuelle baisse des prix. Donc plus le bien est une passoire, si je puis dire, plus elles vont demander beaucoup d'apports. On pourrait être sur 20% d'apport. Sinon, ça reste 10% d'apport pour financer les frais, avec tout de même de l'épargne résiduelle, parce que la banque veut être certain qu'on va pouvoir faire face à des dépenses quotidiennes ou d'autres dépenses comme l'achat d'une deuxième voiture si on achète une maison plus loin de son lieu de travail. Donc tout est vraiment pris en compte. Les banques font une très bonne appréciation du risque pour limiter au maximum le risque de défaut des emprunteurs. Donc 10% minimum et 20% c'est encore mieux. Alors, très bien, voilà, là on a un beau tableau, on a le constat déjà sur cette année 2023 qui se termine. On va se projeter sur 2024. Maître, comment sentez-vous les choses en matière d'activité? Est-ce que, selon vous, il y aura un rebond de l'activité? Est-ce que les prix vont continuer à baisser? C'est pas évident, mais quel est votre sentiment? Le sentiment qu'on a, c'est qu'on atteint une sorte de palier sur la baisse des volumes, que les prix n'ont pas fini de s'ajuster. C'est mécanique en fait, quand on perd autant que ça a été décrit avec 1 000 euros d'écart de revenus pour quasiment la même chose. On voit bien qu'il faut que les prix continuent de baisser pour recréer de la solvabilité. Encore une fois, c'est un marché avant tout de solvabilité et pas un marché d'investissement et de rentabilité. Donc voilà, donc les prix vont continuer à baisser. Mais baisser de façon, s'ajuster, baisser faiblement, il n'y a pas ça va pas s'effondrer, oui. D'autant moins que, comme l'a très bien expliqué Sandrine, les banques, les taux des banques se stabilisent. Et ce qui a créé cette espèce de tourbillon du début de l'année 2023, c'est qu'en fait, on ne savait pas où on allait.
Donc jusqu'où allait la hausse et cette incertitude a fait que les banques ont anticipé des baisses plus fortes de l'immobilier, donc elles prêtaient sur des valeurs qui n'étaient pas les prix que les gens obtenaient, mais qui étaient des prix que les banques estimaient, qui étaient plus bas que les prix convenus. Donc ça crée un décalage d'apport personnel que les gens n'avaient pas. Donc voilà, ça a figé le marché. Et puis il y a toute une chaîne, c'est-à-dire que celui qui vend pour racheter, il faut qu'il ait un acheteur qui lui-même vend pour acheter. Ouais. Et donc cette chaîne, en fait, elle part du bas. Et quand on n'alimente plus le bas, tout se bloque, et plus on monte, plus ça bloque. Donc voilà, là ça va revenir par le bas, et je pense que c'est une bonne chose. Et donc voilà, le marché va atterrir doucement. On anticipe des baisses de l'ordre de 7% France entière ou voilà, 3% en province. Donc ça va continuer d'atterrir. Les grosses métropoles, Bordeaux a fortement chuté. On voit que les marchés qui sont très fortement envolés sont rattrapés par les nouvelles conditions économiques. Donc tout ça, ça va se stabiliser. Ce qu'il faut, c'est de la confiance en fait. Et la confiance, là, dans le marché, c'est des taux qui se stabilisent et qu'on anticipe à peu près stable sur 6 mois. Et des banques qui prêtent aussi. Et des banques qui prêtent. Ça veut dire que les gens vont réemprunter parce que les acheteurs n'ont plus intérêt à attendre si les taux redeviennent stables. Alors justement, Sandrine Alenier, vont-ils réemprunter ? Il y a eu différentes mesures qui ont été annoncées il y a quelques jours. Le Haut Comité à la stabilité financière, donc on a parlé de 25, on passe à 27 ans possible de durée d'emprunt. Il y a aussi des mesures en matière de crédit relais, aussi un deuxième réexamen. Si la première fois on a été retoqué, on peut revenir pour redemander un prêt immobilier. Que faut-il revenir et est-ce suffisant ? Alors, ce qui est très positif, c'est que même s'il y a eu peu d'actions concrètes cette année pour l'immobilier, ce qui est certain, c'est qu'on termine l'année avec un gouvernement qui veut inciter les banques à prêter. Donc là, ça a été dit clairement, les mesures du Haut Conseil de stabilité financière vont dans ce sens. Le message, c'est vous devez, les banques, refaire votre travail de financer l'immobilier, financer l'économie. On avait beaucoup d'emprunteurs qui s'auto-censuraient en se disant que ce n'était pas le moment d'emprunter, que jamais ils pourraient avoir de crédit, de gens qui se décourageaient, qui repoussaient leurs projets. Cet environnement un peu plus favorable, même si ça reste que des mesurettes qui ne vont pas changer et libérer totalement le crédit, il n'empêche que ça peut redonner de la confiance aux acheteurs. Donc ça, c'est déjà très positif. Un signal positif. Donc on espère que les acheteurs vont se rendre compte que voilà, il faut oublier les taux à 1%. Maintenant, on est à 4%. Les taux vont se stabiliser durablement, au moins 6-8 mois. Donc si on a un projet à court terme, c'est le moment, à condition d'avoir en effet de l'apport, on l'a dit, un CDI de préférence. Et les banques, elles, avec aussi la possibilité offerte par le Haut Conseil eh bien, de faire réévaluer son crédit si on a un refus, les banques vont devoir aussi davantage justifier les refus, ce qu'elles ont très peu fait en 2023. Donc on devrait avoir un marché plus fluide sur le crédit. Attention par contre, on n'aura pas de réouverture massive des vannes. Globalement, les banques envisagent de prêter autant cette année ou un tout petit peu plus, mais on ne va pas revenir sur des niveaux de production de crédit à 250 milliards. Donc voilà, ça va rester quand même un marché un peu de choix où les banques vont limiter le risque. Mais voilà, là, c'est les conseils. Alors, vos conseils, allez-y alors. Donc, mettre en concurrence les banques, on l'a dit, les banques reviennent sur le marché. Mais on a des banques qui financent davantage les primo-accédants, d'autres qui font les investisseurs et d'autres qui ne le font pas pour l'instant. Donc attention, en fonction de son profil, on ne va pas avoir le même taux dans les banques et on a des banques qui sont mieux positionnées et avec des politiques commerciales plus agressives. Donc les mettre en concurrence, c'est très important, ou aller voir un courtier. Allonger la durée des crédits au maximum puisque ça permet de compenser la baisse de la capacité d'emprunt et on sait qu'on n'ira pas au bout de son crédit. Donc il faut mettre le pied à l'étrier, le pied à la propriété le plus tôt possible. Ajouter plus d'apports, évidemment pour avoir une surface suffisante dans laquelle vivre et pas revendre au bout de 5 ans, c'est beaucoup trop tôt. On approche de Noël, il faut savoir qu'on a le droit de faire des dons d'usage, des présents d'usage. Donc on peut solliciter de l'aide familiale pour des montants raisonnables. Être attentif au DPE. Très important puisque ce sont les biens dont les prix se décotent le plus. Donc les biens considérés comme plus risqués pour les banques. Mais si on achète une passoire et qu'on intègre le financement des travaux dans le prêt, la banque sera rassurée et acceptera plus facilement de financer le bien. Et puis évidemment, obtenir un prêt à taux bonifié. On a le prêt à taux zéro qui est doublé dans certaines banques. Donc là aussi, il faut bien se renseigner. Il y a des aides qui existent, y compris au sein des banques. Très bien. Maître Lièvre, en matière de politique, peut-être politique du logement, quelles sont les attentes des notaires
pour fluidifier un peu plus le marché, l'activité? Les notaires ont toujours des tas d'idées, de propositions, comme tous les acteurs du marché. Nous sortons d'un grand congrès magnifique à Deauville, 119e congrès des notaires, sur le thème du logement, sur lequel on a commencé à travailler il y a 2 ans, puisqu'on a 2 ans de travaux pour sortir nos propositions. Ce que l'on constate, c'est quand même un intérêt fort du gouvernement sur le sujet logement. L'annonce du président Macron le 7 septembre, jour de notre conférence de presse du Congrès des notaires, d'une grande loi logement est un signe assez intéressant. La loi de finances cette année est un peu limitée parce que les sujets logement sont arrivés tard, en fait, en juillet, septembre. Et donc, puis j'ai compris qu'il y a quand même quelques contraintes budgétaires au niveau national. Néanmoins, le PTZ est un bon signe. Le PTZ a été élargi, maintenu, et puis les zonages. Même si certains voudraient que ce soit encore plus élargi. On en veut toujours plus, mais globalement, on avait peur que ce soit supprimé ou très restreint. Ça se maintient quand même plutôt bien. Toute l'accession sociale qui est importante, c'est aussi la construction du neuf, qui est un autre sujet vaste, mais en tout cas, les PTZ et les primo-accédants en neuf sont aidés et les plafonds de ressources et de prix vont changer là au 1er janvier. Et donc ça devrait relancer un peu la machine de la transaction en faveur de ces primo-accédants, dans le neuf en tout cas. Il y a du PTZ aussi qui se maintient dans l'ancien dès lors qu'il y a des travaux de rénovation énergétique à faire. Donc voilà. Donc tout cela vous convient alors? Ça convient Il jamais n'y a pas assez. de proposition disons que d'attente particulière. On entend quand même le gouvernement qui dit que le message c'est quand même à un moment donné, dans une période de transition, il faut laisser le marché se restabiliser. Donc je crois que ça c'est assez sain, on ne peut pas toujours tout demander et de corriger toutes les transitions, sachant que tout le monde était très content quand c'est monté de manière un peu excessive. Voilà, donc aujourd'hui les messages sont passés, le Pinel va s'arrêter dans le neuf. Voilà, donc on sent qu'on rentre dans une nouvelle ère, un nouveau mode de financement et un nouveau système d'aide, beaucoup moins massif. On a des contraintes budgétaires qui sont là. Donc il faut que tous les acteurs se réorganisent, que les modèles financiers des différents acteurs se restabilisent. Donc voilà, donc on attend beaucoup de la grande loi logement qui a été annoncée pour 2024. Printemps 2024. Printemps 2024. Donc il y aura des mesures techniques, juridiques. Voilà, tout ça est encore assez flou. Les propositions des notaires ont été très positivement reçues. Alors je ne dis pas qu'elles vont se retrouver dans la loi, parce qu'il y a toujours évidemment des tas d'arguments qui viennent se confronter. On a proposé un statut du bailleur privé, qui est un statut... Beaucoup le demandent. Beaucoup le demandent. Donc, statut du bailleur privé. On a fait l'exercice d'aller au bout de la logique. Ouais. Suppression de l'impact du caractère meublé dans la fiscalité. Et quelque chose de, on va dire, lisible, simple, clair, cohérent. On a fait l'exercice. Évidemment, le calcul du coût pour les finances publiques n'est pas simple à faire, et puis on n'a pas les éléments pour faire ce calcul, c'est Bercy qui les a. Mais néanmoins, on fait le pari. Reconnaître l'investisseur comme un acteur économique à part entière. Qu'il faut redonner de l'intérêt à l'investissement immobilier. Globalement, aujourd'hui, c'est moins rentable que les autres placements et c'est plus taxé. Donc l'idée, c'est pas forcément de le rendre aussi rentable que les autres placements, parce qu'il y a un effet de prix et de marché, mais en tout cas que la taxation redevienne raisonnable en comparaison avec d'autres placements. Voilà, un flat tax et puis les prélèvements sociaux sur le barème progressif de l'impôt sur le revenu. On voit tout de suite qu'il y a un écart assez difficile en défaveur du logement. Donc tout ça, voilà, il y a des tas d'idées. On a proposé un plafonnement au logement de l'IFI, considérant que chaque logement en location doit générer une rentabilité minimale et satisfaisante. On a proposé un certain nombre de choses de cette nature. Bien. Et j'espère qu'on sera entendu. On verra. Sandrine Alonier, en conclusion, quelles attentes en matière peut-être de politique du logement ou de crédit, les banques, le reste à vivre Je pense que les grands oubliés, ce sont en effet les investisseurs. Là, dans les nouvelles mesures du Haut Conseil de stabilité financière, rien sur les investisseurs. La solution, ce serait peut-être de laisser les banques librement gérer leur marge de flexibilité de 20%. Là, il y a une amélioration quand même. Elles vont pouvoir la gérer sur 3 trimestres, mais ce n'est pas suffisant.
Aujourd'hui, voilà, les investisseurs ne peuvent pas emprunter, ou ont beaucoup de mal à emprunter tant qu'on aura ce plafond des 35% d'endettement sans prise en compte du reste à vivre. Donc voilà, il y a encore des améliorations pour lever les verrous du crédit. Il faut laisser les banques librement gérer le risque. Elles savent le faire. Qu'elles fassent leur métier. Voilà, elles savent très bien faire leur métier. Et puis sur le prêt à taux zéro, moi j'ai quand même une déception. C'est sur le changement de zonage de petites villes comme Quimper, Béziers, qui pouvaient avoir le prêt à taux zéro dans l'ancien, qui ne sont maintenant plus éligibles que dans le neuf, puisqu'elles sont passées en zone tendue. Sauf qu'il n'y a pas forcément des programmes neufs, que dans ces villes, les gens veulent une maison ancienne à rénover. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même 20% du parc de logements qui sont des passoires thermiques et qu'il va falloir rénover. Et du coup, le prêt à taux zéro dans l'ancien, je trouve, était quand même un beau levier. Très bien. Et pour connaître et bien en savoir plus, notamment sur le prêt à taux zéro et d'autres choses, les notaires organisent la semaine du 11 au 14 décembre des grandes journées, à la fois portes ouvertes, mais aussi de répondre gratuitement, donner des conseils, maître. Voilà, exactement. Donc le 11 décembre, il y a les conférences de presse avec les chiffres détaillés qui vont être annoncés. Et les 12 et 13, il y a un salon virtuel. C'est un exercice assez amusant. Il y a des ateliers, il y a des groupes de réflexion, des conférences, tout ça en ligne. C'est salonvirtuel.notaire.fr, c'est assez facile. Ça se trouve sur Internet facilement, avec des notaires qui vont répondre en direct. Et puis, il y a des consultations téléphoniques, 3620 notaires, qui vont permettre à qui le souhaite d'avoir des consultations gratuites des notaires autour de ce thème du logement, ou plus. Les notaires savent parler du patrimoine aux citoyens français. Bien sûr, absolument. Eh bien, en tout cas, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux, maître Xavier Lièvre. Merci beaucoup. Merci à vous. Sandrine Alonier pour vous financer. Merci. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.